Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Behind the Nails. Aujourd'hui épisode un petit peu spécial parce que du coup on inaugure un nouveau format, j'ai décidé de faire un format YouTube. Vous avez été plusieurs à me demander de faire ce type de format parce que il y en a certains qui utilisent YouTube Musique et c'est vrai que j'y ai jamais pensé mais du coup ça me prend un peu plus de temps c'est sûr. Mais pourquoi pas, je me dis que ça permet d'étendre un peu ce que j'ai l'habitude de faire. Donc je suis vraiment pas contre l'idée. Le setup, c'est pas le setup le plus optimal que j'ai vu. De toute façon, ça va changer puisque je déménage le 28 mars. Donc le fond sera différent. Donc je fais comme je peux en attendant. Enfin, du moins le bureau, etc. Ce sera toujours pareil, le fauteuil aussi. Mais je serai dans un autre logement. Vous m'avez récemment fait des retours sur les derniers épisodes et je suis tellement contente que ça vous ait plu. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées comme d'habitude. J'ai reçu d'ailleurs un message qui m'a beaucoup fait rire d'une personne qui a découvert du coup le podcast, etc. La phrase qu'elle m'a dite exactement, c'était j'aurais jamais cru dire que j'avais hâte d'être à ma prochaine séance de cardio et ça m'a vraiment fait mourir de rire. Aujourd'hui, du coup, je me suis dit qu'on allait aborder un sujet un peu touchy, parce que les gens sont... Enfin, on connaît, hein, en France en général, les gens sont pas très à l'aise à l'idée de parler d'argent. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Sachant que je suis dans le cas de figure où je paye de la TVA, vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment, entre grosses guillemets, en payer moins, est-ce qu'il faut déclarer, est-ce qu'il faut faire en sorte de pas déclarer assez pour du coup... Enfin, pour pas toucher, pour pas du coup être assujetti à la TVA. Bref, je vais vous donner tout mon point de vue là-dessus. On est parti pour ce nouvel épisode. De toute façon, comme d'habitude, je suis armée de mon petit cahier à paillettes pour avoir la liste de tout ce que j'avais envie d'aborder et ne rien oublier, également avec des petits calculs comme j'ai déjà pu faire auparavant. Pourquoi déclarer? Déjà, parce que en vrai, on se sait, il y en a beaucoup qui déclarent pas, etc. Personnellement, j'ai forcément eu une période où je ne déclarais pas, mais en toute sincérité, c'était parce que c'était des amis, et c'était surtout une période où en fait je savais même pas que j'allais en faire mon taf. Je faisais pas spécialement payer, ou alors c'était vraiment, en fait on me payait le matériel par exemple, c'était pas forcément... on me donnait pas forcément de l'argent pour le travail que j'effectuais. C'était plus, on me payait le matériel quoi. Et après, du coup, c'est devenu mon travail, donc quand j'ai fait ça dans des instituts, là, ça m'a vraiment plu, et je me suis dit, bon, ok, là, je vais commencer à déclencher une entreprise. Donc, j'ai commencé mon entreprise, je l'ai déclenchée en avril 2023, personnellement, et les premiers mois, c'était à zéro, parce qu'en fait, là où moi, je pensais que j'allais démissionner de mon CDI, pour partir du coup avec Pôle emploi, j'ai compris qu'on pouvait pas démissionner d'un CDI et toucher le chômage. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai retrouvé un nouveau contrat. J'ai commencé ce nouveau contrat au mois de juin et du fait, après j'ai rien déclaré avant pratiquement un an parce que je suis restée longtemps dans cette entreprise-là. Enfin longtemps on s'entend, hein, je suis restée jusqu'à fin septembre. Après j'ai travaillé à l'Inter. En fait mon projet a été mis de côté quand même assez longtemps. Après, soyons honnêtes, évidemment, des fois je gagnais 100 balles parce que j'ai tout ce que j'avais quoi. J'avais deux trois clientes. Non, je me suis pas amusée à les déclarer sur le site de l'URSSAF. Emprisonnez-moi, allez-y, pas de soucis. Mais je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Et ensuite, quand j'ai commencé à déclarer, j'ai déclaré petit à petit, parce qu'en fait, ça a évolué d'un coup, c'était courant avril-mai. Je crois que le premier mois, j'avais dû déclarer peut-être j'ai dû déclarer, je crois, 100 €. Le deuxième mois, j'ai dû déclarer 300. Le mois d'après, 600. Et après, ça a dû être 1000, 1200. Enfin, voilà, ça a évolué comme ça sur peut-être 6 mois. Moi, le conseil quand même que je vous donnerais, c'est de ne pas en parler à vos clientes. Euh, En fait, les gens, malheureusement, c'est triste de partir de ce principe-là, il y a beaucoup de gens qui sont mal intentionnés. Je dis une bêtise, je vous avais déjà raconté des anecdotes de clientes qui sont un peu malhonnêtes, etc. Donc, pour moi, il vaut mieux assurer ses arrières. Ne dites pas que vous n'êtes pas déclaré. Dites que vous déclarez, même si c'est pas vrai. De toute façon, chacun est libre de faire ce qu'on veut. Et puis, je comprends quand on a une deuxième activité, qu'on a un deuxième travail, qu'on a juste envie d'arrondir ses fins de mois avec une petite passion, qu'on n'a pas envie d'en faire son travail, qu'on n'ait pas forcément envie de... Comment expliquer? Qu'on n'ait pas envie de se casser la tête avec des détails administratifs, de devoir calculer tous les mois combien déclarer et tout. Franchement, je comprends. À la limite, moi, tout ce que je vais reprocher, si je peux me permettre, c'est les personnes qui ne déclarent pas alors que c'est leur activité principale et qui font genre beaucoup d'argent. Genre
Là bon, déjà vous jouez avec le risque, genre vraiment vous jouez à la roulette russe, c'est très dangereux ce que vous faites parce que si jamais vous vous faites rattraper, vous allez payer très cher. Et en plus de ça, je trouve ça un peu dommage. Moi, je vais vous expliquer ma vision de pourquoi déclarer et pourquoi j'ai toujours, genre depuis que j'ai décidé de déclarer, depuis le jour où j'ai décidé de déclarer, j'ai déclaré chaque euro que j'ai gagné. Parce que comme ça, on peut me prendre pour une folle. Ouais, la meuf, elle dit qu'elle déclare tout. Non, 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 je vais vous dire la raison pour laquelle, enfin les raisons même, de pourquoi je déclare absolument tout, chaque euro, chaque centime. On peut pas déclarer les centimes. Mais si on avait, je déclarais aussi les centimes. Donc sachant qu'on déclare sur le site de l'URSSAF, quand on est auto-entrepreneur en tout cas. Alors vous avez, quand vous voulez déclarer donc le mois de décembre, vous devez déclarer le mois de décembre entre le 1er et le 30 janvier. Et après, vous payez le 2 février ce que vous avez fait en décembre. Donc c'est 2 mois après. Mais du coup, ça vous permet d'anticiper, d'amortir, si jamais, par exemple, vous allez prendre des vacances, etc., de vous dire, bon, ok, je sais que je vais devoir payer cette somme-là à l'URSSAF. C'est pour ça que l'idée, ce que je trouve quand même bien, c'est que vaut mieux faire sa déclaration en tout début, comme ça vous avez tout le mois pour anticiper combien vous allez devoir payer, parce qu'on vous le dit. Ce que je trouve très bien aussi avec le site de l'URSSAF, c'est que, en fait, vous avez le droit à l'erreur. Exemple, récemment, donc comme je vous ai dit, j'ai appris que j'étais assujettie à la TVA. Sauf que du coup, moi, ce que je savais pas, c'est quand on déclare la TVA, on change notre manière de déclarer à l'URSSAF. Tous les mois, quand on cotise pour l'URSSAF, on déclare en TTC, en toute taxe. Donc, c'est-à-dire tout. Vous vous amusez pas à déduire quoi que ce soit. C'est ce qui est arrivé sur votre compte, quoi. Enfin, votre compte, votre espèce, bref. Vous déclarez ça. Sauf qu'à partir du moment où vous payez la TVA, heureusement, vous me direz, vous payez l'URSSAF sur le hors taxe. Donc, vous déduisez 20% de tout ce qui est arrivé sur votre compte bancaire. Tout ce que votre entreprise a généré, quoi. Vous déduisez tout ça. Donc déjà, ça fait un bon amortissement. Et pour vous dire, du coup, je ne le savais pas. J'ai appris que j'étais assujettie à la TVA à partir d'octobre. Sauf que j'avais déjà fait ma déclaration de octobre et de novembre. Donc, j'ai dû faire des calculs, voir avec mon comptable. Parce que du coup, maintenant, oui, j'ai un comptable. Et de ça, on a pu déterminer quel était mon hors-taxe et j'ai envoyé un message à l'URSSAF en leur disant que j'ai appris que j'avais été assujettie à la TVA, donc il fallait modifier, que les nouveaux chiffres, les bons, étaient ça, et ils m'ont rendu l'argent du coup qu'ils me devaient techniquement, parce que j'avais payé trop. Donc en vrai, même plusieurs mois après, donc ça c'était le mois dernier, c'était au mois de janvier, même plusieurs mois après, là-dessus l'URSSAF c'est bien, c'est que vous pouvez tout le temps modifier, vous n'avez pas de délai, du moins pas que je sache. Pourquoi pour moi c'est important de déclarer ? Parce qu'en fait, si vous voulez en faire votre travail sur le long terme, il vous faut de l'argent. Il faut dire que vous avez de l'argent. Je sais pas comment expliquer. Je vous dis pas qu'il faut déclarer plus que ce que vous gagnez. Pas du tout. Hein, ça sert à rien de payer pour rien. Mais moi, encore une fois, je vais prendre mon exemple. L'année dernière, au mois de juin, j'ai fait une demande de prêt immobilier. Parce que j'étais tombée sur un bien que je trouve absolument exceptionnel. Pour ceux qui sont de Dijon, c'était Place d'Arcy, et en gros, j'en avais pour 150 000 euros de réhabiliter un bien complet, un truc que j'aurais pu faire louer plus de 1000 euros par mois. Enfin, c'était une aubaine, genre vraiment. J'avais les entreprises avec qui je voulais travailler, etc. J'avais fait des devis et tout. Donc, je suis allée à la banque avec mon dossier et j'ai montré combien je gagnais. La banque, ils m'ont accepté, mais bon, il y avait des choses qui allaient pas. Le propriétaire, au final, il n'a pas voulu baisser son prix autant que ce qu'il aurait dû, parce que, en fait, le bien qu'il avait mis était trop cher, comprenant tous les travaux qu'il y avait à faire. Donc, du fait, j'ai pas pris, parce que même l'agent immobilier lui avait dit, mais monsieur, mais faut que vous baissiez, c'est trop cher. Il l'a pas fait. Bon, soit, après, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, il a pas envie, ça se trouve, il l'a vendu, et grand bien lui fasse, et il l'a vendu au prix qu'il voulait. Tout ça pour dire que le bien immobilier, du coup, ça ne s'est pas fait, mais que moi, je le voulais. Mais je me suis dit, mais on va jamais me l'accorder, alors que, littéralement, je suis auto-entrepreneuse. J'ai voulu m'écouter, j'ai tenté, je suis allée à la banque. La banque a accepté. Déjà, en fait, quand vous faites ce genre de démarche, ils vous demandent en amont, avant de vous donner un rendez-vous, vous faites des déclarations sur Internet. Et sur Internet, ils vous disent oui ou non, genre en mode, c'est pas possible, que la capacité d'emprunt, etc. Donc ça vous donne tout de suite une idée de savoir si c'est réalisable ou pas. Finalement, du coup, c'était réalisable. C'est pour ça qu'on m'a donné un rendez-vous et c'était même largement réalisable avec les chiffres que je faisais. Sachant qu'encore une fois, quand vous êtes en auto-entreprise, c'est un pourcentage bien particulier. Mais en fait, auto-entreprise, c'est votre propre personne, l'entreprise.
c'est pas un non. C'est-à-dire qu'il part du principe que techniquement, presque tout ce que vous avez gagné, si vous gagnez 5 000 euros, ils vont partir que vous avez peut-être 4 000 dans votre poche. C'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais c'est à peu près ça. Le calcul est fait un peu comme ça. Je le connais pas, le calcul, mais pour eux, c'est quasiment tout votre argent. Donc, faut expliquer au comptable toutes vos... Enfin, au comptable, faut expliquer au banquier toutes vos charges, machin et tout. Bref. Tout ça pour dire, pour moi, c'est important de déclarer si vous voulez évoluer. C'est sûr que si vous voulez pas évoluer, comme j'ai dit, si c'est votre deuxième taf, si c'est une passion, un truc comme ça, c'est pas grave, ça a pas d'importance, on s'en fiche que vous déclariez ou que vous déclariez pas. Mais par contre, si votre but c'est, je sais pas, de prendre des employés, d'ouvrir une institut, d'acheter, voilà, par exemple, d'acheter, d'avoir des enfants, de voyager loin, bref, vous voulez faire de l'argent, vous êtes obligé de déclarer. Parce qu'au final, sinon vous évoluerez pas. Autre truc bête, si vous vous mettez à votre compte, je vais prendre le truc le plus basique où tout le monde est obligé de passer par ça. Vous déclarez pas à l'URSSAF, ou alors vous déclarez peut-être la moitié de votre chiffre. Votre chiffre, on va dire que c'est, vous faites 5 000 euros et vous déclarez 2 500. Vous allez demain chercher un appartement, parce que vous avez envie d'avoir une pièce en plus. Je parle de location brute, hein, je parle pas d'achat. Aujourd'hui, dans la France de Macron, déjà avec un CDI, on trouve pas d'appart. D'accord ? Les gens qui ont un CDI, on leur demande 3 fois le loyer. Les auto-entrepreneurs, si vous n'avez pas 2 ans de recul, alors déjà moi je me rappelle, ils ont refusé de prendre en compte mes déclarations parce que ça faisait moins d'1 an. Donc en gros ils prennent déjà pas en compte vos déclarations si ça fait moins d'1 an que vous avez une entreprise. Ok, donc déjà, quand vous vous installez chez vous, vous avez intérêt d'avoir un truc bien quoi. Ensuite, donc on parle du principe que vous ne déclarez pas assez, si vous voulez changer d'appartement et que ça y est, ça fait plus d'1 an, si vous déclarez pas assez, mais ils vous prendront jamais au sérieux. Si vous n'avez pas un taf à côté, ça marche pas. Moi, quand j'ai voulu prendre donc l'appartement dans lequel je suis là aujourd'hui, j'avais 1 300 euros par mois parce que j'avais un 30 heures à l'inter, en CDI du coup, hors période d'essai, etc. Ça faisait plus de 6 mois que j'étais là-bas. On m'a dit, bon, je vais voir si je peux vous l'accorder parce que vous êtes 10 euros au-dessus du plafond. Mon appart actuel, le loyer coûte 450 euros. Hein. Enfin, je pense qu'on réalise pas. L'appart, le loyer paye 400... Je le paye 450 euros. Enfin, genre, à un moment donné... Bref, bon. Je suis pas en train de débattre sur l'immobilier, c'est pas le but. Mais tout ça pour dire, si en plus de ça, déjà, donc, ça fait 1 an que vous avez lancé votre entreprise, vous déclarez pas... Enfin, vous pouvez pas avoir un travail de 30 heures et en même temps faire 2500 euros. Enfin, je vois pas comment, en tout cas pour moi c'est pas possible. Mais du coup, si vous déclarez que 2500 euros, ils vous prendront pas au sérieux parce que eux, dans leur taux, vous gagnerez pas assez. Donc en fait, c'est là aussi que ça peut vite rentrer en jeu et qu'on peut se retrouver coincé. C'est que si vous déclarez pas assez, parce que c'est pareil, vous déclarez 2500 euros, mais du coup vous redonnez à l'URSSAF, vous donnez 21%. Donc vous avez encore moins d'argent, ça ils le calculent, ils calculent combien vous donnez à l'URSSAF, ils vont vous demander si vous payez de la TVA, bref ils posent quand même pas mal de questions, un peu sur vos charges, etc. Vous devez faire des papiers et tout. C'est pas si simple, en fait, malheureusement quand on est auto-entrepreneur, donc faut commencer à faire des gros chiffres pour qu'on vous prenne au sérieux. 2500, c'est pas un si gros chiffre, et en plus, encore une fois, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, bah le problème c'est que je dis une bêtise, vous voulez un truc tout basique avec 2 pièces, donc votre chambre et une salle pour vos ongles, bah en fait, malheureusement, si vous faites 2005, je pense pas que ça passera, parce que 2005, on vous enlève à peu près déjà, je dirais un peu plus de 500 euros d'URSSAF, environ, donc il vous reste 2000 euros. Il part du principe qu'il faut déduire des charges. Je crois que l'abattement immobilier, c'est 30%. Mais je suis pas sûre. Parce que du coup, bah, ils enlèvent automatiquement l'URSSAF, machin. Donc là, en fait, je pense qu'il part du principe que vous gagnez moins de 2000 euros. C'est votre salaire, c'est moins de 2000 euros. Donc vous gagnez comme le commun des mortels, alors que techniquement, vous avez déclaré 2005. Si vous avez déclaré 5000, bon bah c'est bon, vous êtes tranquille. Genre, vous pouvez choper un petit appartement tranquille sur Dijon. Encore une fois, tout dépend de votre localisation. Hein. Voilà, tout est relatif. Mais tout ça pour dire, pour moi, c'est ça qui fait que c'est important de peser le pour et le contre de sa déclaration. C'est-à-dire, je veux bien qu'on fasse des économies, mais faut pas non plus abuser, parce que si vous voulez évoluer, vous vous en sortirez jamais. Après, il y a des trucs, évidemment, que, bah, genre, on peut se mettre sous la dent. Genre, exemple, les déclarations. Les réparations. Genre, personnellement, quand j'ai une cliente, par exemple, qui me paye une réparation, souvent on me les paye en pièces, genre 4,50 €, bon, ça finit dans la boîte. Voilà, c'est tout. Je l'enlève, des fois... il y a des fois, la réparation, je la mets même pas sur Booksy, quoi. Enfin, c'est 4,50 €.
On s'en fout. De toute façon, je veux même pas m'en servir, ça va rester dans ma boîte pour faire la monnaie. Donc, à un moment donné, voilà. En fait, faut juste raisonner intelligemment. C'est le seul truc, en fait, c'est pas qu'il faut pas déclarer, c'est pas qu'il faut tout déclarer, il faut raisonner intelligemment. Moi, la raison, je vous mens pas, pour laquelle aussi je déclare tout, au-delà du fait que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de pouvoir acheter. Pareil, demain, vous voulez prendre un local. Genre, en gros, dites-vous pour une banque, il vous demande quasiment 2 ans de recul sur votre entreprise. Avec 2 ans de recul, il voit comment évolue votre entreprise, si ça marche, si c'est bien, etc. Si bah, je sais pas, là, vous vous êtes réveillé il y a 3 mois en vous disant ah, je vais commencer un peu à déclarer parce que j'ai envie de prendre un vrai local, vous avez envie de prendre un truc au centre-ville, bref, un truc qui va vous coûter de l'argent ou alors un gros loyer. En fait, votre déclaration, c'est votre bulletin de paye. Genre, en fait, peu importe ce que vous faites, on va vous demander vos déclarations URSSAF. Vous voulez contracter un prêt, déclaration. Vous voulez faire 6 déclarations. C'est votre bulletin de paye. C'est quand on vous demande vos 3 derniers bulletins de salaire, dites-vous que moi, alors, c'était pourquoi je sais plus pourquoi c'était. Moi, on me demande pas mes 3 derniers bulletins de paye, on me demande pas mes 3 derniers bulletins URSSAF. On me demande toutes mes déclarations URSSAF depuis ma création. Donc ça fait plus de 2 ans, là, ça va faire 3 ans. Donc je dois envoyer 3 ans de déclaration d'URSSAF. Et il se base sur ça, sur l'évolution de votre entreprise, etc. Donc en fait, si là seulement sur les 3 derniers mois, vous avez commencé à déclarer correctement, pas sûr que ça passe. Ils vont se dire, ok, il y a une augmentation, mais en fait, faut penser dans ce sens-là pour moi. Faut penser évolution, faut penser, ok, si je veux grandir dans mon entreprise, faut que je fasse les choses correctement. Mais après, je suis d'accord que c'est pas chose aisée. Ça fait suer, on va en parler juste après, mais de se dire qu'on fait autant d'argent pour qu'il y en ait autant qui disparaissent comme ça, dans les horizons. Donc, on va parler de ça. On va parler de combien on paye, en fait. Ça, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais toujours prendre le même exemple. J'ai pris l'exemple de combien ça coûte de déclarer sur 5000 euros. Je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est que... où est-ce qu'on déclare la TVA pour ceux qui savent pas, parce que je sais que j'ai des gens qui m'écoutent qui sont pas forcément du métier. Du coup, voilà. Quand on déclare sur le site de l'URSSAF, donc comme je l'ai dit, vous avez du 1er au 31 du mois pour déclarer le mois précédent qui vous sera prélevé le mois suivant. Jusque-là, tout le monde me suit. Ensuite, en fonction de vos catégories, vous ne payez pas la même chose. C'est-à-dire que vous avez les professions libérales qui d'ailleurs se font taxer à mort en ce moment, parce qu'en fait, eux, tous les ans, ça augmente. Donc là, je crois qu'ils sont passés à 25,4. Donc ça va être tout ce qui est médecin, kiné, ostéopathe, etc. Donc abusé. Nous, en tout cas, tout ce qui est milieu de l'esthétique, c'est de la prestation artisanale. Donc on déclare en BIC, le BIC, c'est-à-dire 21,2% d'URSSAF. Donc de tout notre chiffre. Donc si vous ne payez pas de TVA, c'est en toute taxe, vous payez 21,2% de tout ce que vous avez fait. Et si vous êtes en hors taxe, donc c'est-à-dire que vous avez dépassé le seuil qui est de... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est 37 000 euros sur l'année, mais il y a un seuil de tolérance de 41 000. C'est-à-dire que si vous avez dépassé les 41 000, vous commencez à payer dès le lendemain. Moi, c'est ce qui s'est passé. Du coup, l'année dernière, j'ai dépassé les 41 000. Donc, du coup, j'ai dû commencer à payer dès le lendemain. D'où les déclarations, les modifications, comme j'ai dit au début. Quand vous êtes en hors taxe, donc que vous êtes assujetti à la TVA, vous déclarez 21,2% sur votre hors taxe. Donc, vous enlevez la TVA que vous devez. C'est-à-dire, je vais faire un autre schéma. Si sur 5 000 euros, ça c'est votre toute taxe, donc TTC, vous devez 5 000 euros. En hors taxe, ça vous fait 4 166 euros. Ça veut dire que vous donnez 834 euros de TVA. On rappelle que la TVA n'est pas à vous. La TVA, malheureusement, en fait, c'est juste de l'argent. En fait, techniquement, c'est pas vous qui payez, c'est le client. On expliquera après pourquoi je suis pas d'accord. En gros, quand quelqu'un paye de la TVA, c'est sur son ticket de caisse. Donc c'est le client qui a payé de la TVA, c'est pas vous. Vous êtes juste l'intermédiaire. Vous récupérez la TVA, vous la collectez pour la donner au personnel, enfin aux impôts quoi. Mais c'est techniquement pas vous qui avez payé, qui avez payé de la TVA. Pourquoi je suis pas d'accord ? Parce que, en fait, c'est quand même moi qui sors l'argent.
Et par exemple, dans mon cas, j'ai pas une prestation et des prestations, un travail qui me permettent d'augmenter de 20%. Quand je suis passée à la TVA du jour au lendemain, j'avais fait des augmentations dans l'année. C'est-à-dire que j'ai fait 2 augmentations en 2025 parce que j'avais compris que j'allais sûrement devoir payer de la TVA dans l'année. Enfin, rendre la TVA du coup. Donc j'avais fait une première augmentation le 1er janvier et j'en ai fait une deuxième au mois de juillet. J'ai fait des petites augmentations pour pas que ce soit énorme. Je crois que j'avais fait 5 et 5, je sais plus. En vrai, je sais plus. Maintenant, ça va. Mais si j'avais pas fait ça, j'aurais coulé. Enfin, franchement, si je paye pas... Enfin, si j'avais pas augmenté, j'aurais pas pu payer. Parce qu'en fait, du coup, ça reste quand même de l'argent qui part de mon compte. Parce que si vous augmentez pas votre montant, là, c'est votre salaire qui part. C'est pour ça qu'il faut augmenter un peu ses prix, malheureusement. Donc j'ai pas eu le choix de le faire. Je considère que les prix que j'ai là sont bien. Peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, je réaugmenterai. Mais je pense pas que ce sera les prestations principales. Je pense que ce que j'augmenterai, c'est peut-être le nail art, parce que c'est le moins cher et actuellement c'est ce qui est le moins rentable pour moi. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et je reparlerai dans une autre vidéo où j'ai envie de parler un peu clean girl, nail art, etc. Donc ça viendra dans le débat, je pense. Également l'argent. Je sais que vous adorez qu'on parle d'argent. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc bref, c'est pour ça que je suis pas vraiment d'accord. Parce que augmenter de 20% ses prix, c'est énorme. Enfin, je pense qu'on se rend pas compte. Mais sur 100 euros, ça veut dire que je rajoute 20 euros sur mon prix. Pour donner un exemple de contexte. Donc... ça fait quand même une sacrée différence, même sur les prestations en général, donc je peux pas me permettre d'augmenter toutes mes prestations de 20%. C'est pour ça que j'avais fait des petites augmentations par-ci par-là qui m'ont aidé à bien amortir et qui fait que maintenant, je peux sortir cet argent un peu plus aisément. Donc vous donnez 834 euros à l'URSSAF. Donc vous donnez 834 euros de TVA qui n'est pas à vous aux impôts. Pareil, toujours le mois d'après. Hein. Que vous déclarez... Après l'URSSAF sur les 4166. Voilà. Donc c'est pas... Vous payez plus l'URSSAF sur les 5000. Si vous payez pas de TVA, vous payez l'URSSAF sur les 5000. Si vous payez de la TVA, vous déclarez l'URSSAF sur 4166. Et ça, c'est important du coup de pas se faire avoir pour pas donner beaucoup trop d'argent à l'URSSAF pour rien. Hein. Puis en vrai, ça contrebalance un peu quand même. Parce que du coup, finalement, je donne 834 euros à la TVA, aux impôts. Mais par contre, je paye moins d'URSSAF. Ça fait un petit balancier quand même un peu. Je sors toujours plus d'argent, mais ça compense. Personnellement, je me sentais pas du tout capable de gérer toute cette comptabilité, donc j'ai décidé de passer par un comptable, parce que vous récupérez aussi la TVA. Quand vous êtes assujetti à la TVA, en fait, vous aussi, des fois, vous êtes le client. Parce que forcément, il faut acheter du matériel, il faut acheter des produits, machin et tout. Dans ces cas-là, quand moi, j'achète mes produits de gel à des enseignes, je paye de la TVA. Sauf qu'en fait, on va pas faire un cercle vicieux de... En fait, moi, les clientes, elles doivent payer de la TVA sur moi que je donne. C'est plus simple de se dire que, ok, en gros, plutôt que je donne de la TVA aux impôts, je vais le récupérer. J'espère que ce que j'explique, c'est simple. Que j'essaie de simplifier parce que moi j'ai galéré à comprendre. C'est un ami à moi qui m'avait expliqué parce que lui aussi il a une société, etc. Mais sans lui je pense que je serais encore. Parce que j'ai vraiment rien compris. Ou alors mon comptable m'aurait pris pour une grosse débile. Mais en gros, quand là, moi je vais faire ma commande pour acheter mes gels, mes capsules, machin et tout, plutôt que de dire je paye de la TVA, en fait ils vont me dire non, genre tu vas déjà m'en donner, donc tu vas pas en payer pour qu'on fasse des soustractions compliquées. Donc en fait, on va déduire la TVA que j'ai payée de ma commande de gel de ce que je dois. Je dis une bêtise. Si vous devez 800 euros de TVA aux impôts et que vous avez acheté pour, 400 euros de produits, vous en avez eu pour 80 euros environ de TVA sur vos 400 euros de produits. Donc en fait, ça veut dire que il y a 80 euros que vous n'allez pas payer aux impôts. Donc vous enlevez les 80 euros des impôts. Donc en fait, tout dépend au final de la TVA que vous avez, de la TVA que vous pouvez récupérer, en fonction des marques, si vous achetez beaucoup ou pas. Mais c'est toujours de l'argent à prendre, parce que du coup, je dirais pas que c'est gratuit, c'est de l'argent que vous voyez pas. Genre, en fait, faut partir du principe que la TVA, c'est de l'argent qu'on voit pas. Alors, je vais être 100% honnête, là, actuellement, je le vois, parce qu'on est le 16 février, et du coup, je dois rattraper les paiements de TVA de octobre, novembre, décembre et janvier.
Parce que du coup, j'ai vu mon comptable au mois de décembre, il a fallu faire les inscriptions auprès d'Impôts Gouv Pro, enfin il y avait pas mal de choses à faire qui ont fait que je donne 2500 € de TVA là. Et je ne pouvais pas me permettre de faire les calculs moi-même. C'était trop compliqué, j'ai pas les compétences nécessaires pour faire autant de calculs. C'est pour ça que j'ai eu contact d'un comptable à qui j'ai fait appel pour faire tout ça. Et c'est lui qui, en gros, j'ai une plateforme sur laquelle il y a tous mes paiements qui passent. Et moi, je dois juste rejoindre avec ce paiement la facture. Et de ça, bon bah voilà quoi, genre... lui, après, il fait les calculs, il se débrouille, le grand. Après, à partir de là, c'est plus mon problème. Moi, il revient juste me voir pour me dire, vous devez payer tant. Donc là, tout à l'heure, j'ai reçu les papiers qui me disent, je dois tant, à chaque mois. Après, s'il y a des erreurs, je sais pas si c'est de ma faute, si c'est de la sienne, si c'est nous deux. Je sais pas comment ça marche. Je pars du principe que moi, je sais pas faire. Après, c'est un métier, hein, c'est pas pour rien, attention. C'est aussi pour ça que je vais en profiter pour faire une piqûre de rappel. Non, mon chiffre d'affaires, c'est pas mon salaire. Ok, on ne criera pas assez fort, je pense, mais non, mon chiffre d'affaires n'est pas mon salaire. Parce que, à un moment, il y en a trop marre que les gens partent du principe que parce que j'encaisse tous les jours des clientes à 60, 65, 70, 80, ah putain, mais tu dois être riche, parce qu'on m'a déjà posé la question. Hein. Allez, story time. Vous adorez les story time, j'adore les story time. Story time. C'était... Je venais d'arriver dans le shop, donc c'était, je crois... fin d'été 2024, j'ai une meuf qui vient. Elle était assez jeune quand même. Elle vient pour la première fois et elle faisait juste une dépose qu'elle avait fait chez quelqu'un d'autre. Et en fait, elle me pose la question, comme ça, de but en blanc. Vraiment, je m'en rappelle comme si c'était hier. Mais en vrai, ça paye bien les ongles. Et vraiment, j'étais là en mode... Elle est vraiment en train de me demander ça? Du coup, je dis, ouais, je sais pas trop ce que t'appelles être bien payé. Non, mais parce qu'en vrai, quand on voit les prix, genre... franchement, ça brasse, quoi. Genre, c'est hyper rentable, en fait, de faire les ongles. Et j'étais là en mode... La meuf, elle est vraiment en train de me demander si je suis pété de thunes. Déjà, le culot. Le culot de me poser la question. Mais en fait, t'es pété de thunes ou... Non. Bref. Donc, non, je suis pas pété de thunes. Et je lui ai... Plutôt que de lui répondre ce qu'elle attendait, c'est-à-dire combien je gagne, j'ai préféré lui répondre plus intelligemment et lui dire combien je dépense. Donc, c'est là que je lui ai expliqué, en soi, tout est relatif. L'argent qui rentre sur mon compte, c'est pas mon argent. Parce qu'en fait, vu tout ce que je donne après, voilà quoi. Ah bon? Je dis ouais, genre en gros sur peut-être, je crois que je faisais 4000 à ce moment-là, 3007, 4000, un truc comme ça. Sur 4000 €, genre, elle était en mode, ouah, 4000 et tout. Non, ma grande, pas 4000. Je dis sur 4000 €, en vrai, je crois que j'en donne 1500, hein. Ah ouais! Je dis ouais, mais je les donne à l'État par contre. Genre, c'est de l'argent que je donne à l'État et après, il y a mes factures quoi. Donc, je pense que je fais à peu près 2000 € de salaire. Waouh! Ah ouais, quand même, et tout, machin. Alors, tout en relatif, c'est pareil, je fais pas 2000 € de salaire, mais je crois que j'ai arrondi. Je sais même plus quel chiffre je lui ai donné en vrai. Tout ça pour dire que, genre, vraiment, faut partir du principe que j'ai un chiffre d'affaires, la moitié, ça dégage. Et j'ai même pas payé mes charges perso. Ça coûte cher d'avoir une entreprise. Ça demande du temps, de l'énergie. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Et c'est là que je vais me permettre de refaire une piqûre de rappel. Augmentez vos prix. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne vais pas la citer, mais il y a une prothèse ongulaire que je connais, qui a arrêté récemment, parce que elle n'était pas assez chère. En fait, elle avait un planning plein. Son planning, il était booké. Ça fait des années qu'elle fait ça. La meuf, elle était trop douée, machin et tout. Mais elle a tiré quoi? Les petits prix. Parce qu'elle était pas chère. Alors, pas chère, tout est relatif, elle était pas non plus à 20 €. Je crois que c'était une quarantaine, truc comme ça. Là où de base, le marché, pour moi, pour être réellement rentable, si on a des loyers, des choses comme ça, pour moi, un remplissage, c'est au moins 50. Dans ma tête, pour moi, c'est au moins 50. En dessous, c'est pas rentable. Moi, je l'ai vu, hein, j'en ai payé les frais. Hein, j'ai commencé avec des remplissages à 35, etc. Pour moi, en dessous de 45-50, on n'est pas rentable en remplissage. Et ces nail art, ils étaient vraiment pas chers. Bref, donc les gens venaient en premier lieu parce que c'était pas cher. En plus, c'était super beau ce qu'elle faisait. Elle devait être super sympa, machin. Enfin bref, tout ça. Sauf qu'au final, la gestion de l'entreprise.
la vie personnelle, parce que c'est pareil, c'est pas parce que t'as une entreprise que tu dois arrêter de vivre, etc. Bah ça fait qu'au bout d'un moment, bah tu t'endettes, parce que t'es pas assez cher. Et au final, même si tu penses que t'es à la limite, bah à la limite, au final, il suffit qu'il y ait un truc qui te tombe sur le coin du nez. Exemple, j'ai fait l'erreur d'investir dans mon entreprise sans argent. C'est-à-dire que j'ai commencé mon entreprise, j'avais rien. J'ai toujours été à 100, 200 euros près, j'achetais des trucs vite fait comme ça, mais j'ai jamais eu vraiment de trésorerie. Et au final, des fois, le peu que j'en avais, je tapais dedans, parce que le problème, c'est que dès que je dépensais un peu ou un peu trop, bah au final ça tapait dedans. Donc là par exemple que j'étais pas assez cher, bah en fait il suffisait qu'il y ait le moindre pépin, bah en fait petit à petit, vous commencez à prendre. En fait, c'est la preuve que vous n'êtes pas rentable. Donc, le peu d'argent que j'avais, je le prenais. Ou alors, des fois, j'essayais de faire des concessions et puis il y avait un nouveau concert. Enfin, bref, forcément, du coup, je dépensais l'argent. Donc, il y a cet inconvénient-là. Et là, récemment, bah, par exemple, on a eu la législation du TPO. Donc, vous en avez, je pense, entendu parler. C'est un ingrédient qui est un ingrédient majeur qui est dans tous les produits pour les ongles. Qui, du coup, a été interdit avec même pas 6 mois de délai. Ce qui fait que on a dû refaire un stock qui des fois nous a pris des années en là comme ça voilà. Alors après quand je dis des années ça dépend parce que bah les VSP ça se rachète, ça se périme, etc. Soyons honnêtes, soyons transparents, personne jette ses VSP, d'accord. Personne jette parce que c'est périmé, à moins qu'il soit déphasé, qu'il y ait un problème, machin et tout, personne les jette, d'accord. Donc oui j'avais des vernis qui avaient 3 ans. Oui, c'est vrai. Mais parce que c'est pas périmé. C'est la même théorie que vos palettes de fard à paupières. Elles sont pas périmées. Enfin, genre, pourtant vous devriez les jeter. Bah voilà, c'est pareil. Donc, du coup, ça fait que bah, quand il y a eu le TPO, bah, j'ai quand même dû racheter pas mal de choses. Parce que, bah, du coup, il y a eu des incompatibilités entre des gels, des tops. Bref, on en a déjà parlé aussi dans le podcast. Dans les premiers épisodes, ceux où je disais, bah, je crois que c'est l'épisode 2. Est-ce que je suis faite pour être prothésiste ongulaire bah, je parlais du fait que les insécurités. J'avais beaucoup de décollements, beaucoup de problèmes, beaucoup de pertes au niveau de mes clientes parce que ça tenait plus. Donc c'est pareil, bah faut racheter plus de matériel, plus de produits pour tester de nouvelles choses. Et c'est comme ça qu'on se creuse une dette parce que bah il peut y avoir des hauts et des bas. Je me suis creusé une dette qui a fait que j'ai dû faire un prêt pour amorcer tout ça. Et je me suis dit que plus jamais je ne baisserai mes prix. Je pense que la pire erreur que vous pouvez faire, c'est en plus baisser vos prix parce que les gens s'en vont. Ne vous pliez pas à ça, les gens finiront quand même par venir. Il y a des gens, vous attirez une clientèle, quoi qu'il arrive, mais faut pas négliger vos prix. Surtout quand vous payez des loyers, des choses comme ça. Si vous êtes chez papa, maman, vous avez rien à payer à part le matos. Pourquoi pas? Vous voulez mettre de côté? Pourquoi pas? Vous êtes dans votre appartement avec une pièce à part, vous cherchez pas à avoir un local? Pourquoi pas? Mais vous avez un local à part, avec des charges à part, etc. Mais négligez pas vos prix. Parce que moi, je l'ai regretté. Et franchement, si je peux vous servir de leçon là-dessus, j'en serais très fière. Parce que là, pour le coup, moi, ça m'a mis dans une panade mais monstrueuse, où j'ai accumulé les dettes, etc. Et c'est pas le but. On monte pas une entreprise pour s'endetter. Au contraire, on monte une entreprise pour s'enrichir, pour que ça marche. Faut voir grand. Enfin, entre grosses guillemets. Le but c'est d'évoluer, c'est pas de stagner, c'est pas de régresser, et c'est pas non plus de se mettre dans la merde. Donc, on ne néglige pas ses prix. Il ne faut pas mettre des prix trop bas. Malheureusement, cette prothèse ongulaire, bon, elle m'a expliqué que pour elle, c'était pas fait pour elle finalement, l'entrepreneuriat, et qu'elle était contente de retrouver un travail classique. Cependant, malheureusement, je pense que ce sera pas le cas de tout le monde parce qu'il y a des gens, je suis sûre, qui arrêtent à contre-cœur parce que, bah, malheureusement, bah, ils étaient pas assez chers dès le début et ils ont pas osé augmenter. Si vous n'augmentez pas vos prix, au bout d'un moment, vous allez vous endetter, c'est sûr. Souvent, c'est là que vient la question, du coup, est-ce que je peux me permettre de refuser des clientes? Bah, la réponse c'est oui et non. Je dirais pas qu'il faut se permettre de refuser des clientes, dans le sens où je suis d'accord que c'est une passion, mais faut savoir en vivre aussi. C'est un peu triste. Je vais vous confier un truc. Perso, faire les ongles, ça a été une passion. C'est toujours une passion, j'adore ça. J'adore toujours le milieu, etc. Mais il y a des moments où c'est plus devenu une contrainte qu'une passion. Vous savez, c'est un peu comme la théorie de commencer à faire des vidéos sur YouTube. En fait, à partir du moment où votre passion devient votre travail, vous y prenez du plaisir, mais il y a quand même cette contrainte de c'est mon travail. Genre, demain, je gagne 1 € million, je vous mens pas, je fais plus du tout le rythme de travail que je fais. Mais je continuerai de faire les ongles. Je pense que je continuerai de prendre des clientes. Demain, je suis patronne, je continue de prendre des clientes, malgré que j'ai des employés pour le faire pour moi. Parce que
j'aurais toujours envie de faire. Mais il y a des fois, par exemple, on me reproche souvent le fait que je me fasse pas les ongles. J'essaye, j'aimerais, mais déjà, j'ai une forme d'allergie, donc du coup, c'est un peu relou. Et en plus de ça, en fait, c'est des heures sup non rémunérées, quoi. Genre, je dois rester au boulot le soir pour en plus me faire les ongles. Oh, franchement, c'est relou. Quand je le ferai de chez moi, je m'en fiche, je mets une série, je suis chez moi, je suis en pyjama. Là, faut que je rentre plus tard de chez moi, faut que je mange, faut que je fasse le ménage, que je m'occupe des chats. Non, franchement, ça m'emballe pas. Alors qu'avant, faire mes ongles, mais des fois, je vois des poses et je me dis, oh là là, mais je veux trop la faire, etc. Je le ferai jamais. Parce que la flemme, franchement, la flemme. Je sais pas si c'est tout le monde, si ça touche beaucoup de gens, etc. Mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, du coup, bah, je vous confie, j'ai juste la flemme énorme. Enfin, mon travail, c'est devenu mon travail. C'est plus ma passion. Un exemple un peu plus concret. Là, moi, demain, si je veux arrêter, je peux pas. Enfin, en fait, j'ai des engagements. On a parlé de quand est-ce qu'on payait l'URSSAF, etc. Bah, demain, en fait, si. Là, on est au mois. Je prends un exemple. On est au mois de février. Et au mois de. Bah, j'ai plus envie. Genre là, flemme. Genre, ce mois-ci, j'ai envie de prendre 2 semaines de vacances. Si j'ai pas planifié mes semaines de vacances, que j'ai pas fait des prix en conséquence pour que quand je veux, enfin pour me payer des congés payés quoi, donc avoir de la trésorerie de côté pour assurer mes dépenses, et que je me dis bon bah comme ça du jour au lendemain, allez hop, je prends 2 semaines en février, bah en fait moi le 1er et le 2 mars, il y a toc toc les impôts, l'URSSAF, les factures, les assurances qui vont me dire madame vous me devez de l'argent hein. Et puis là il n'y a pas d'histoire de je me mets 2 semaines en arrêt pour partir à Punta Cana. Ah non ça marche pas comme ça. Il n'y a pas la sécurité sociale. Enfin, je crois qu'il y a un régime particulier, il faudrait que je demande, mais je pense qu'on touche quasiment rien. Si vous n'avez pas une prévoyance, c'est pareil, parce que demain il vous arrive quelque chose, c'est pareil, il faut payer ça. Je la paye 70 €. Je me rapproche. 70 €. 70 €. Ouais. Pour que si jamais il m'arrive un truc, j'ai quelqu'un qui paye pour moi. C'est énorme. Donc même si au mois de février, t'as pas envie de bosser, bah le problème, c'est que demain, t'as Didier et Jean-Marie de l'URSSAF et des impôts qui vont dire hop hop hop, t'as pas envie de bosser, c'est ta passion, mais c'est pas mon problème, ma grande. Tu me dois quand même 2000 balles. Donc du coup, bah faut les faire, les 2000 balles. Et c'est pas si facile, malheureusement, parce que bah encore une fois, faut sortir un salaire en plus de ça. Parce que là, moi je parle des charges professionnelles. Je crois que j'ai 2600 €. J'ai entre 2500 et 3000 € de charges professionnelles. Pour un reste de. Je pense que je dois vivre avec un peu moins de 2000 €. Et encore, j'affirmerai pas ça non plus. J'en ai en vrai aucune idée. Mais c'est dérisoire comparé à ce que je donne. D'ailleurs, il y a pas très longtemps, il y a, je sais pas, 6 mois, je me suis pris une espèce de mini-sauce sur TikTok parce que j'ai fait l'erreur de dire que je trouvais que l'URSSAF c'était pas cher. Alors, quand on est auto-entrepreneur, je le répète, je trouve que 21%, si on ne payait que l'URSSAF, ça va. Parce qu'on a quand même des droits, hein. Attention, on dit qu'on a le droit à rien. Tu sais qu'on a le droit à moins, mais en même temps, c'est normal. T'es pas employé. Quand t'es embauché dans une boîte, tu signes parce qu'il y a des avantages. Ou parce que t'as pas le choix. Mais en général, quand tu peux faire pique-nique douille, ah là, il y a des tickets resto, là, il y en a pas, là, c'est loin de chez moi, là, ceci. T'as le choix sélectif. Enfin, tu peux choisir techniquement. On sait que maintenant, c'est plus trop le cas. Voilà. Mais sur le principe, ça fonctionne comme ça. Le patron te donne des avantages pour t'attirer dans son entreprise. C'est pour ça qu'on a tous ces trucs-là. La mutuelle, elle est prise à 50%. C'est pareil. Moi, mon copain, à la fois, il me fait la réflexion. Il me dit ouais, mais tu payes super cher ta mutuelle. Je la paye 76, je crois. Je dis ouais. Mais je te signale que toi, c'est le même prix. Hein. C'est juste que ton entreprise, elle en paye la moitié. Ou alors, c'est déduit de ta feuille de paye, donc tu le vois pas. C'est des choses dont on se rend pas forcément compte. Et une fois qu'on a une entreprise, on s'en rend compte. Voilà. Mais du coup, là, tous ces trucs-là, pareil, la part sécurité sociale, la mutuelle, bref, il y a plein de choses comme ça. En fait, c'est votre patron qui le paye et vous le savez pas. Donc nous, tout ça, en fait, c'est nous qui... Enfin, regardez sur vos feuilles de paye combien on vous prend sur votre salaire pour votre retraite, etc. Vous verrez qu'en vrai, bah, on prend pas pareil non plus, mais on vous prend un pourcentage quoi qu'il arrive. Et votre patron, en fait, il paye pour vous aussi ces trucs-là. Votre patron, il paye des charges patronales qui sont à hauteur de, alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est 60%. Je sais plus, je vais vérifier parce que j'ai pas envie de dire de bêtises.
Ok, alors autant pour moi, je viens de vérifier sur internet, les charges patronales, elles sont brutes de 40 à 42%. Mais en vrai, comme ça, là on se rend pas compte, mais c'est juste colossal. Oui, en plus j'ai dit 60, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, donc bref, voilà. Mais en vrai, c'est colossal, parce qu'en gros, ça veut dire que si vous, demain, vous êtes payé, on va dire, je crois que c'est sur le brut, du coup, on va arrondir à 2000. On va partir du principe que vous gagnez 2000 euros brut, ok? Donc là, vous faites fois 42%. 8. Votre patron, il paye 840 euros juste parce qu'il vous emploie. Donc c'est-à-dire que en fait, il sort pas 2000 euros. Sachant que les 2000 euros, vous les avez pas dans votre poche, hein, on le rappelle. Hein. C'est même pas 2000 euros que vous avez dans votre poche. Lui, le patron, il paye 2840 euros pour que toi, dans ta pocket, t'aies que 1005. Est-ce que on se rend compte ou pas? Donc en fait, c'est pour ça aussi que nous, dans nos factures, etc., quand même beaucoup de choses. C'est pour ça qu'encore une fois, je le répète, je considérais, je pense que je me suis mal exprimée, mais bon, après j'ai un peu surfé sur le buzz aussi, ça m'a fait kiffer. Genre, je considère que l'URSSAF, c'est pas si cher quand on voit les charges patronales, parce que ça, vous le payez en fonction de votre type d'entreprise. Nous, on est en auto-entreprise. Demain, je pense à ma collègue, par exemple, elle qui a une société, elle doit se déclarer en tant que salariée. Alors, je crois qu'elle est assimilée non salariée. Je sais plus comment ça fonctionne, mais demain, si je dois changer parce que je gagne trop d'argent, que c'est plus rentable, etc., mon comptable, il me dira, faudra passer en SARL ou en EURL. Donc, ce sont des types de sociétés où les règles sont différentes. Vous devez faire des bilans, avoir un expert comptable. C'est des choses qui coûtent encore de l'argent, hein. Et ces choses-là, bah en fait, quand vous allez devoir vous payer un salaire, vous allez devoir vous faire des feuilles de paye, et en plus de ça, vous paierez ça. Pour vous avoir dans votre poche 1500 euros, de votre société, vous sortirez 2840. J'espère que ce que j'ai dit, c'était clair. En fait, j'arrive pas à savoir si je me suis bien exprimée ou pas, si j'ai bien expliqué ou pas. J'espère, en tout cas. C'était une vidéo un peu moins fun que d'habitude. Je pense qu'elle sera moins regardée en mode divertissement. Mais juste, j'avais trop envie de parler de ça parce que je trouvais que c'était un sujet hyper important. Ça m'a demandé beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion, beaucoup de calculs, machin et tout. Mais c'est des sujets qu'il faut aborder aussi quand on est à son compte. Parce que c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Ça dépend aussi de vos dépenses. Alors, en toute sincérité, là, donc là je parlais des EURL, les SARL, etc. Donc c'est des types de sociétés. Nous, on n'est quasiment pas concernés. En fait, ce type de société, c'est rentable quand vous achetez beaucoup de matériel. Si vous achetez pas beaucoup de matériel, que vous n'avez pas énormément de dépenses, c'est pas spécialement rentable. Vaut mieux rester en micro ou alors en EI, ça s'appelle, donc c'est une entreprise individuelle, mais vous restez tout seul, en fait, dans votre entreprise. Alors, mais juste, les règles sont un peu différentes. En fait, c'est plein de types avec des règles différentes, c'est tout. Mais SARL, EURL, c'est genre, vous avez 900 euros de matos. Genre, c'est comme ça. Sinon, non, ça n'est pas rentable. En prothésie ongulaire, il y a quasiment aucun monde où vous passez là-dedans, sauf si vous voulez des employés. Donc, on soit safe, relax, vous en êtes loin. Je voulais dire, je pense qu'on a fait le tour. Si je voulais parler du fait de se permettre aussi de refuser ou pas des clients, comme je disais, parce que du coup j'ai bifurqué. Je pense que oui et non, parce qu'il faut mettre du beurre dans ses épinards, il faut quand même avoir de l'argent. Donc si vous avez une cliente qui est un petit peu relou, bah franchement, c'est pas grave. Vous la voyez qu'une heure et demie par mois. Bah c'est pas grave, vous voyez pendant 1 heure et demie par mois cette petite cliente relou. Dites-vous, voyez le côté positif, tout le reste, ça se passe super bien. Les gens sont super sympas, vous les adorez, etc. S'il y a plus de négatifs que de positifs, c'est quand même chiant. Là, il y a quand même beaucoup de positifs. Et là, vous vous direz sûrement, mais ça sert à quoi de rester en entreprise avec tout ça, là? On paye tout ça, machin et tout. Bah l'avantage, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Perso, j'ai travaillé en société, enfin j'ai travaillé en tant que salarié, et l'inconvénient, même si j'adorais ma patronne, bah c'est qu'en fait je faisais pas ce que je voulais, et je faisais ses clients à elle. Et elle, ça faisait 10 ans qu'elle faisait des ongles à Jacqueline, Jocelyne, Catherine, et qu'elle faisait le même rouge, elle faisait le 41 de chez Ongle 24. Et franchement, je pouvais plus me le voir.
Donc, c'est surtout ça aussi, c'est la liberté de votre matériel, votre endroit, votre déco, ce que vous voulez faire, qui, parce que demain, oui, pareil, moi je dis il faut accepter n'importe qui, vous acceptez pas n'importe qui, je dis il faut se forcer un petit peu si la personne elle est vraiment relou, mais si vraiment c'est quelqu'un d'irrespectueux, qui vous manque de respect, qui est tout le temps en train d'annuler, etc., ça dégage, hein, attention, hein, je parlais pas de ça, hein. Moi je parle de, bon, elle est un peu relou, elle parle beaucoup, et puis voilà quoi. Où le feeling passe pas trop, mais bon, elle revient tous les mois, donc tant mieux. Mais sinon, il y a quand même des avantages. Pareil, moi je sais que la raison pour laquelle je reste en société, enfin en micro-entreprise et que je passe pas en salarié, c'est quand même le luxe que personnellement j'ai un rythme de vie où j'aime pouvoir faire ce que je veux. Exemple, bah j'aime faire des concerts, j'aime avoir un week-end de libre si j'en ai envie, j'aime finir tôt ce jour-là parce que bah, j'ai envie de faire quelque chose. C'est un luxe de pouvoir faire ça et c'est les gros avantages d'avoir une société. Voilà, c'est ça, les avantages surtout. Donc si pour vous, c'est pas si important que ça de d'avoir du temps, bah en fait, devenez salarié. Si vous avez pas envie de choisir, si vous avez pas un style particulier, si vous aimez faire des choses simples, peut-être que c'est pas rentable, peut-être que c'est pas fait pour vous. Mais si vous avez envie d'être libre de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez, go. Franchement, restez dans votre entreprise. C'est dur, mais on est là pour s'entraider. C'est le but de ce podcast, c'est de se donner des petits tips, d'aider à comprendre le qui, le pourquoi, le comment. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu parce que, encore une fois, c'était pas le plus fun. Hein, c'était quand même des sujets un peu, bon, on aimerait bien les passer sous le tapis, quoi. Mais encore une fois, je trouvais que c'était important d'en parler. Donc ça me fait plaisir qu'on ait pu en parler ensemble. Comme d'habitude, vous savez que mes DM sont ouverts sur Instagram pour qu'on puisse en discuter. J'espère qu'aussi le format vidéo vous aura plu pour ceux qui l'auront regardé ici ou qui seront allés voir par curiosité, etc. Je trouve que c'est bien aussi, ça permet de le mettre sur la télé, en fond, des choses comme ça. Donc voilà, j'attends vos retours, j'attends vos recommandations. Même si j'ai souvent plein d'idées de podcasts, en fait des fois j'ai des trucs, ça ferait des petits épisodes. Alors je sais pas si ça vous intéresserait, genre des épisodes de 20 minutes sur des petits sujets, etc. Même si moi j'aime bien les formats longs. Pareil, n'hésitez pas à me faire un retour. Et pareil, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, bah, mes DM sont grands ouverts. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve à très bientôt. Qu'est-ce que je raconte? Et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Behind the Nails.